Et là, je suis rentrée dans le tambour de la machine à laver. Puisque le TEP scan a révélé d'autres nodules, un beau ganglion sous l'aisselle. J'avais vraiment l'impression d'être sortie de mon corps et de marcher à côté de moi. N'étant pas du milieu médical ou quoi que ce soit, des nodules au foie, moi je ne sais pas ce que c'est. Elle m'a dit que ça se soignait, mais que ça ne se guérissait pas. Elle m'a dit qu'elle allait me surveiller comme le lait sur le feu et qu'elle m'accompagnerait jusqu'à sa retraite. Et ça, il y avait de l'espoir là-dedans. J'en suis repartie avec une confiance dans l'équipe médicale. Oui, ça m'a très fort marqué en fait en pré-interview. Oui. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis, c'est ça qui m'a donné de l'espoir. Une chose à la fois, étape par étape. Très bien. On ne fait pas le Kilimandjaro en une seule fois. Qu'est-ce qu'on en fait de cette urgence de vie ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Aujourd'hui, c'est Cyril qui nous raconte son histoire. Une histoire touchante, pleine d'espoir, de sagesse et de philosophie. Cyril a été diagnostiqué d'un cancer du sein métastatique d'emblée, la douche froide. Enfin, elle nous parle plutôt du tambour de la machine à laver. Sidération et confiance se mêlent, puisque Cyril a tout de suite fait confiance en son équipe médicale, et c'est cette confiance qui lui a donné beaucoup d'espoir. Elle s'est toujours sentie entre de bonnes mains. Elle nous parle de la découverte fortuite de son cancer, de ses traitements, de soins de support, de retour au travail, d'associations qui l'ont aidée, des journées de contrôle, de l'importance de l'entourage, mais surtout de sa philosophie de vie et comment elle vit au quotidien avec un cancer métastatique, à ce jour en réponse métabolique complète. Les traitements sont ses meilleurs alliés. Oui, elle a des effets secondaires, mais elle nous dit que sa qualité de vie est bonne. Elle a mis plein de choses en place pour s'aider. Elle nous parle de l'ambiguïté de l'urgence de vivre. Que fait-on avec cette urgence de vivre ? Elle utilise l'image d'un train pour raconter son histoire, l'Orient Express plus précisément, un de ses grands rêves. Nous aurons droit aussi à un petit coup de gueule très important et je suis heureuse qu'il ait pu s'exprimer. Nous devons réaliser que les personnes qui sont touchées par un cancer métastatique ne rentrent pas toujours dans les cases. Sont-elles dans l'après-cancer ? Sont-elles en rémission dans le cadre de réponse métabolique complète ? Sont-elles encore malades quand les métastases sont stabilisées ? Cyril prend le temps de répondre à toutes ces questions. Et quid du retour au travail de ces personnes ? Ce sera d'ailleurs l'objet d'un podcast bien spécifique, même si Cyril partage déjà son vécu par rapport à cela. Merci Cyril de nous avoir ouvert ton cœur pour nous parler d'un sujet délicat et ô combien important. Je vous invite à vous joindre à notre bel échange cœur à cœur et je vous souhaite une excellente écoute. Ce podcast est réalisé avec le laboratoire Pfizer. Bonjour Cyril. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois d'être venu de Bordeaux pour ce podcast. On est à Paris. Toi, t'as pas eu le problème des tracteurs. Moi, j'ai eu le gros problème des tracteurs ce matin. Je me suis dit, oui, elle vient de Bordeaux, je vais rater mon train. Et donc, vraiment, merci 1000 fois d'avoir accepté de venir témoigner sur ce sujet très important. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais traiter de ce sujet, mais j'avais pas trouvé la personne idéale, on va dire, hein, Cyril. Voilà, tu es donc la personne idéale pour parler de ce sujet compliqué, hein, on peut le dire. Alors, Cyril, on va commencer par les présentations. Tu te présentes comme tu veux. Tu n'es pas obligé de te présenter avec la maladie. Tu fais comme tu veux. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit là maintenant si tu dois te présenter ? Alors, ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est déjà te remercier de m'avoir ouvert ton micro, parce que ça fait longtemps que je suis ton travail et j'ai remarqué que tu as toujours une attention, un petit mot, quelque chose pour les cancers métastatiques. Donc ça, pour ça, merci.
Il ne faut pas me faire pleurer dès le départ, hein, parce que... Non, mais voilà, un grand merci. Parce Merci que à toi. voilà, c'est important. Comment me présenter? J'ai 2 grands garçons qui ont 21 et 24 ans dans quelques jours. Un mari. Voilà, une chouette famille. Des amis, une famille... Bien entourée. Bien entourée, voilà. Je vis dans le Médoc. Donc le Médoc, c'est une très très belle région. Il y a du bon vin. Il y a du bon vin, je confirme. De beaux châteaux, il y a aussi de très belles plages. Voilà, on y fait bon vivre. C'est un petit peu éloigné de Bordeaux, mais ça, je pense qu'on en reparlera. Et oui, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein métastatique il y a 5 ans, en février 2019. Et j'ai fait mon bonhomme de chemin depuis. Je suis montée dans mon train. J'ai suivi des rails, c'est pas tous. Voilà, aujourd'hui, je m'investis dans le partenariat en santé. Merci Cyril. Alors on va revenir sur chaque point, hein, justement. Le train. Et alors donc tu dis j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein métastatique. Donc tu peux commencer peut-être par dire aussi qu'il était d'emblée métastatique. D'emblée métastatique. Alors Cyril, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment il a été découvert, parce que c'est un peu particulier ton histoire. Oui. C'est ce qu'on appelle une découverte fortuite. Donc, je suis allée voir mon médecin généraliste pour un état général qui ne me ressemblait pas. Beaucoup de fatigue, des problèmes de digestion et une douleur dans les côtes droites. Mmh. Donc, j'ai attendu un petit peu. C'était après les fêtes. Et je me suis dit, mais non, c'est vraiment trop fatigué, besoin de dormir l'après-midi, c'est pas moi. Oui. Donc, je suis allée voir mon généraliste qui a pris le temps d'écouter mes symptômes, même si c'était pas des symptômes graves, hein, il n'y avait pas de fièvre ou quoi que ce soit. Donc, il a senti qu'il y avait une masse là où j'avais la douleur, à droite, et il a pensé à la vésicule biliaire qui fonctionnait pas correctement. Donc c'était, et simplement au toucher, il a senti une masse. Oui, en fait, c'était un peu gonflé. Il y avait une masse. La douleur et les symptômes pouvaient faire penser à un problème de vésicule biliaire. Donc, il me fait une ordonnance pour aller passer une échographie de la vésicule biliaire que j'ai pu faire quelques jours après. Et donc, je voyais l'échographe qui tournait, qui virait. Il me dit, mais non, la vésicule biliaire, elle fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des nodules, beaucoup de nodules au niveau du foie. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça n'a rien à faire là, il faut faire d'autres examens. Ok. Voilà. Pour cette échographie, on en est resté là. Et nodules, ça te... Ça ne me parlait pas du tout. Voilà. Moi, ça ne me parlait pas. Le radiologue, ce sont des très bons professionnels, mais ce ne sont pas forcément des bons communicants. Et donc, j'ai redemandé qu'est-ce que c'était. Voilà, il ne pouvait pas forcément m'en dire plus. Il m'a dit qu'il fallait confronter ça à un scanner. Et ils m'ont pris un rendez-vous pour un scanner une semaine après. Ok. Et là, je suis rentrée dans le tambour de la machine à laver. Puisque le TEP-scan a révélé d'autres nodules, un beau ganglion sous l'aisselle. Et donc, se sont enchaînés en quelques jours mammographie, échographie, IRM mammaire. On ne savait pas encore où était le cancer primaire. En fait, voilà, tout ça. c'est ça. Effectivement. Pardon, je pense cancer primitif. Oui, ils avaient compris que c'était des métastases, mais ils devaient chercher d'où elles venaient. D'où elles venaient, oui. D'où l'IRM mammaire. Effectivement, il y avait beaucoup de petits nodules. En fait, ils étaient vraiment tout petits. Et c'est ça la particularité de mon cancer. C'est que au sein, c'était tout petit, mais ça s'était beaucoup diffusé sur le foie et sur les os. Et jusqu'à là, on est allé jusqu'à la biopsie. Voilà, en quelques jours. Mais donc, en fait, est-ce que tu as eu... je me souviens que tu parlais de 2 annonces, oui. En fait. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que donc, d'abord, c'est nodules, puis on te parle... Il y a eu 2 annonces. Hein. Il y a eu 2 annonces. Il y a eu la radiologue qui m'a fait l'échographie, mammographie, l'IRM, et c'est elle qui a fait le prélèvement de la biopsie. Avant la biopsie, effectivement, elle a commencé à faire du mieux qu'elle pouvait. Oui. À reculer avec moi, j'ai cette image, à reculer avec moi jusqu'à un petit bureau. Et elle m'a parlé d'un cancer du sein, avec un parcours classique de cancer du sein. Donc, aller à l'opération, la chimio. Elle m'a parlé d'une petite année à mettre entre parenthèses. Oh, une petite année. Minimisons. Voilà. Je sentais qu'effectivement, c'était pas des choses qu'elle aimait annoncer. Bien sûr.
Et alors, il y a un truc dont je me rappelle vraiment encore, c'est qu'elle m'a dit d'aller me faire couper les cheveux parce que la chimio allait me faire perdre les cheveux et d'aller acheter une perruque. C'est fou, hein, quand on a comme ça parfois des souvenirs très précis c'est de ces souvenir-là. moments-là. Ces souvenirs-là, mais voilà, elle est... Mais et donc, tout ce qui avait été dit au foie et aux os et tout ça, il n'y avait pas encore l'information. Là, moi, je donc, n'en avais aucune idée. Voilà, et moi, si tu veux, j'étais dans cette machine à laver, tu te dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui. J'avais vraiment l'impression d'être sortie de mon corps et de marcher à côté de moi. Mais là, t'as pas encore là, tu parles pas encore de l'annonce de la Je suite. sais que j'ai un cancer du sein à ce stade-là. Oui. Et n'étant pas du milieu médical ou quoi que ce soit, des nodules au foie, moi, je ne sais pas ce que c'est. Oui, bien sûr. Voilà, effectivement. Et elle a occulté ça. Maintenant, pourquoi elle a occulté, je ne sais pas. Pour me protéger, pour se protéger. Pour pas devoir elle-même faire l'annonce, tu penses? Et que c'était... On ne saura jamais. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Mais c'est pour de très bonnes raisons, c'est sûr. Mais je ne les connais pas, ces raisons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton vécu par rapport à ça. Parce que quand ce qu'on t'a annoncé après que c'était d'emblée métastatique. Donc, elle m'a mis en relation avec mon oncologue. Donc, elle a donné mon numéro. Mon centre de soins m'a rappelé pour le premier rendez-vous avec l'oncologue. Et il m'avait programmé un TEP scan. Donc, premier rendez-vous, là, j'ai eu la deuxième annonce avec les métastases. Est-ce que tu as été en colère d'avoir deux annonces comme ça séparées, qu'elle n'ait pas parlé de ça dès le départ? J'étais pas en colère, j'étais plus c'était de la sidération. Oui. La première annonce, je sais pas, c'était les examens, les machins, les trucs, j'ai fait les allers-retours toute seule, la biopsie qui est un acte qui est pas très cool. J'étais encore au travail, voilà, j'étais dans une espèce de flou. Et je me rappelle, j'avais du mal à déglutir, j'avais les oreilles qui se bouchaient un peu. Oui. Tu vois, comme si mon cerveau, il se mettait un peu en mode de protection. C'est-à-dire que les émotions, on les vit très très fort dans le corps. C'est ça. J'avais jamais autant réalisé ça, mais... Elles sont pas sorties de suite. Non. Et est-ce que tu savais ce que ça voulait dire, en fait, un cancer d'emblée métastatique, ou t'as pas réalisé tout de suite? Quand mon oncologue me l'a expliqué, oui, parce qu'elle me l'a très bien expliqué. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que ça se soignait, mais que ça ne se guérissait pas. Elle m'a dit qu'elle allait me surveiller comme le lait sur le feu et qu'elle m'accompagnerait jusqu'à sa retraite. Et ça, il y avait de l'espoir là-dedans. Elle avait quel âge, en fait, quand elle t'a dit ça? Je ne connais pas son âge. Mais il me semble qu'elle sera à la retraite avant moi. Voilà. Est-ce que tu as encore des souvenirs de ce moment-là? Oui, c'est gravé dans ma mémoire, ce souvenir-là. Oui. Quand je suis... je peux me refaire le film. Je saurais le redessiner. Quand elle a ouvert la porte, déjà, la radiologue m'a dit « Je vais vous confier à ce médecin, vous verrez, elle est formidable. » Tu as été bien entourée, hein? Ouais, oui. Ça oui. Ils t'ont parlé d'espoir, d'incertitude, de pronostic à ce moment-là ou pas encore? Oui. Donc, ce premier rendez-vous, elle n'avait pas encore toutes les analyses, notamment les analyses de sang. Donc, elle n'était pas encore sûre du traitement qu'elle allait me proposer. Donc ça, elle me l'a très clairement expliqué. Mais elle m'a aussi très clairement expliqué, avec les résultats du TEP scan, les métastases. Ce que c'était, du point de vue médical, comment ça se propageait. Elle m'a fait des dessins, elle m'a montré le TEP scan, elle a répondu à mes questions. Et effectivement, c'était très clair que je ne guérirais pas, que les métastases pouvaient se mettre un peu en repos ou en sommeil, ou pas. C'est pas pour tout le monde pareil, que les traitements feraient leurs effets et qu'à un moment, il y aurait une résistance qui allait se faire et que les métastases reviendraient. Et qu'il y aurait d'autres traitements. Et qu'il y aurait une deuxième ligne de traitement, une troisième ligne, voilà. Donc elle m'a clairement expliqué tout ça. Comment t'es repartie de là avec de l'espoir, avec quoi? J'en suis repartie avec une confiance dans l'équipe médicale. Oui, ça m'a très fort marqué en fait en pré-interview. Oui. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis, c'est ça qui m'a donné de l'espoir. C'est que dès qu'elle a ouvert la porte, je sais pas, il y a quelque chose. C'était pas forcément dans les mots, on dit toujours, tu sais, le savoir-être et le savoir-faire, le langage corporel, c'est des choses auxquelles on est très attentif. Mais en fait, ça a été une évidence que la confiance était là.
C'est très intéressant ce que tu dis, là, justement, dans le cadre de mon projet Espoir de guérison. Là, c'est vraiment l'équipe médicale qui t'a redonné confiance. Et puis, voilà, c'est toute une équipe. Et alors, c'est vrai que j'ai été très bien prise en charge. Oui. J'entends des choses, des fois, qui me font tomber de ma chaise, mais c'est pas mon cas. J'ai pu voir de suite après l'infirmière d'annonce. Oui. J'ai tout su, en fait. Même si des choses, j'ai tout noté. Tu étais très... J'ai eu toujours cette impression quand on s'est parlé quand même plusieurs fois en fait en pré-interview. Je le fais pas toujours plusieurs fois, mais là c'est vrai qu'on a vraiment bien préparé. Tu étais très actrice. Enfin, tu t'es laissé faire, mais tu as eu confiance, mais quand tu dis j'ai noté, j'avais noté pour pas oublier, de peur d'oublier des questions. En fait, entre chaque rendez-vous, en fait, cette impression que tu ne subissais pas. Moi, tu suivais, mais tu ne subissais pas. Est-ce que je me trompe ? Je me suis laissée porter. Voilà. Parce que j'étais en confiance dès le début. Et parce que c'est peut-être aussi un de mes traits de caractère. Voilà. Et comme je ne viens pas du tout du monde scientifique, je savais pas. Est-ce que tu as beaucoup lu sur le net et tout ça, ou j'ai eu la très très mauvaise idée, dans le laps de temps où j'attendais le rendez-vous avec mon oncologue, d'aller sur Internet. Donc ça, c'est quelque chose que je déconseille fortement, puisque on peut parler là de pronostics qui étaient annoncés, c'était quelques mois. Ah bah voilà, 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. On se retrouve ici Mais voilà. Paris. Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Ah oui, il faut vraiment faire attention. Ça, c'est... Et pour préparer, tu vois, je suis revenue un petit peu sur Internet et c'est toujours écrit. Oui, mais parce que ça peut être aussi la réalité de certaines personnes. Bien sûr, et puis c'est généralisé, donc tous les cas sont tellement différents. Mais quand t'es comme ça, complètement en stress, que tu sais pas ce qui te tombe sur la tête, tout le monde va sur Internet, on met 3 mots-clés et bim. Écoute, merci Cyril déjà pour cette belle introduction. Alors quand on te dit qu'on va te surveiller comme le lait sur le feu, est-ce que ça te donne confiance parce que tu es vraiment prise en main? Je sais que je suis prise en même, ouais. Alors, peut-être un tout petit mot. Bon, c'est pas le but du podcast. On parle pas en long et en large des effets secondaires, machin, des traitements et tout. Comment se sont passés tes traitements? Les chimios? Alors, moi, je n'ai pas été opérée, puisque au niveau poitrine, les métastases étaient toutes petites. Okay. Enfin, les tumeurs, excusez-moi, si c'est pas les bons mots médicaux, mais grave. On va dire que les tumeurs étaient toutes petites. Oui. Et ce que on m'a expliqué, c'était comme c'était métastatique, quelque part, l'opération ne servait pas à grand-chose. Okay. Puisque c'était parti déjà dans la circulation et elles étaient allées s'installer ailleurs. Et en plus, elles ont disparu. Et elles ont complètement disparu avec la chimio. Alors, peut-être que si la chimio avait mal fonctionné, il y aurait... Mais ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai eu des cures classiques de chimiothérapie, celles qu'on fait toutes les semaines, et ensuite celles qu'on fait toutes les 3 semaines. Oui. Il y en a qui les ont dans des ordres différents. Oui, mais moi, elle m'a expliqué pourquoi. Parce que c'était à cause du foie. Comme le foie ne fonctionnait plus. D'accord. Quand elle a eu mon bilan sanguin, en fait, c'est là qu'elle m'a donné le protocole une fois qu'elle a eu tous les examens. Parce qu'au début, on aurait pu partir... oui, c'est vrai qu'il y avait toute cette question du foie qu'il fallait préserver. On aurait pu partir sur de l'hormonothérapie et rien d'autre. Mais là, le foie ne fonctionnait plus. Ah, plus du tout. C'était ça ton état de fatigue, généralisé. Oui, c'était ça, ces nausées, ces problèmes de digestion. C'est fou, il faisait plus son travail. Et quand j'ai vu les analyses, j'avais un foie... les marqueurs étaient dans le rouge complet. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas bien? Quelques mois? Les fêtes. Ah oui, les fêtes. Les fêtes. Et t'es allée après les fêtes, c'est ça? Oui. Okay. Donc pas tellement longtemps avant, en fait. Non. Non. Alors, donc, traitement, chimiothérapie, 2 cures toutes les semaines et la deuxième toutes les 3 semaines. Radiothérapie, ensuite. Bien, une chimiothérapie avec son lot d'effets secondaires. On connaît. La perte des cheveux. J'ai eu droit au casque, mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Beaucoup de fatigue, des neuropathies, des nausées. Voilà. Mais à l'attaque, on y va. Tout le corps qui s'affole un peu, de la fatigue. Mais alors, j'avais repéré une petite fenêtre de tir je faisais la chimio un mardi. Je savais que le soir, j'étais en forme, et le mercredi, avant la soirée, j'étais en forme aussi. Oui, chacun a son petit truc, oui, c'est ça.
c'est peut-être pas dans les Oui, traitements et en plus, c'est différent pour tout le monde. Mais voilà. Oui. Et donc, j'avais remarqué cette petite fenêtre de tir-là. Et c'est vrai que j'en profitais pour faire des activités parce que, mais vraiment, ce court instant, j'étais vraiment en forme. Bon, après, je te laisse te dire que le canapé et le lit étaient mon meilleur ami. Ouais. Mais voilà, et je m'étais fait mon rituel, c'est-à-dire que le matin, avant d'y aller, je faisais mes ongles avec les 3 couches de vernis, comme on nous demande. Voilà. Et profiter des bons instants, en fait. Voilà. Oui. Et puis, il y avait des nausées, effectivement, mais beaucoup en voiture. Oui. Et donc, ça a donné lieu à... on va donner un peu de légèreté, mais ça a donné lieu à des petits moments un peu cocasses. Avec le taxi, avec mon mari, quand on allait des fois au restaurant. Voilà. Ouais. Bon. Mais aujourd'hui, tu souris. Oui, aujourd'hui, je souris. Mais c'est bien. Écoute, alors, je te pose une question par rapport au traitement. Parce que toi, tu savais que les traitements n'allaient jamais s'arrêter. Oui. Donc, comment est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu t'es dit, OK, maintenant je suis dans ma chimio, dans mes rayons, une chose à la fois, ou déjà tu pensais à, je vais avoir des traitements à vie? Une chose à la fois. Étape par étape. Très bien. On ne fait pas le Kilimanjaro en une seule fois. On fait des points d'étape. Donc, j'ai pris la chimio et j'ai attendu les premiers résultats qui étaient encourageants. Ouais. Tout, en fait, Tout diminuait. Rapidement, tout a diminué. Le ganglion, les prises de sang au niveau du foie qui allaient mieux. Voilà, rapidement, la chimio a été efficace. Donc voilà, j'ai fait étape par étape. La chimio, à la fin de la chimio, on a fait un PET scan qui était très, très encourageant. Et après, l'étape d'après, avec ça a été les rayons. vraiment ta philosophie? Oui. Un jour après l'autre? Un jour après l'autre. Non. Alors, tu as une très, très belle image du train. J'aimerais bien que tu nous l'expliques. J'adore les métaphores. C'est une image qui me plaît beaucoup parce qu'elle en même temps, elle est aussi universelle, mais elle me représente. Je me vois dans un train, un Orient Express. Quand même. Ça c'est un de mes rêves, faire un voyage en Orient Express. Avec le wagon-restaurant. Voilà, c'est ça. Et donc, j'étais dans mon Orient Express avec ma famille, mes amis, mon travail. Une vie normale et bien agréable. Et je roulais. Et puis, j'ai pris un mur. Avec l'annonce. Deux murs, l'un derrière l'autre. Je suis passée dans un tunnel. Et pour moi, ce tunnel, c'est vraiment toute la période des soins où je me suis laissée porter. Mais la confiance était là. Et les traitements fonctionnaient. Donc, il y avait cet espoir au bout du tunnel. Oui. Donc, ce tunnel et la sortie du tunnel. La fin des traitements. La fin des traitements. Oui. Et c'est là que ça a commencé à être compliqué. Ah, tu peux nous en parler? Oui. Il y a plusieurs choses qui font que c'est compliqué. La première, c'est que pratiquement du jour au lendemain, même si on nous prévient, moi j'avais beaucoup échangé avec l'équipe de radiothérapie, une infirmière me disait, vous savez, à la fin, ça peut être un petit peu compliqué, il y a de la solitude, faites attention. Donc voilà, elle avait semé sa petite graine et le message était là. Et ça a été difficile. Voilà. Mais ça a été difficile alors parce on parle beaucoup de l'après-cancer, mais voilà, dans le cadre de métastatique, évidemment, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on se situe? Alors, on n'est certainement pas dans l'après-cancer. Voilà. Et ça, si je me permets un petit coup de gueule... Vas-y, on est là pour je ça. peux Oui, mais c'est toujours très gentil avec toi. On ne sera jamais dans l'après-cancer. Oui. C'est ça qui me marque toujours aussi dans tous ces postes après-cancer. Oui. Voilà. Alors, il y a des personnes qui y sont, mais c'est génial pour elles. Bien sûr. De pouvoir y être, de pouvoir se projeter, d'avoir des choses qui leur sont dédiées. Mais nous, notre petite tribu de femmes métastatiques, parce qu'on n'est pas nombreuses, et c'est peut-être une des explications aussi de pourquoi il n'y a pas suffisamment de choses pour nous. On a le droit de reprendre une vie, de rentrer dans la société. On n'est pas foutus. Oui. Tu sais, j'avais un jour vu une petite pupusse assez jeune sur les réseaux sociaux qui disait, j'ai trouvé ça formidable, donc elle est métastatique, cérébrale, et elle disait, réalisez la chance que vous avez d'être dans l'après.
Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette difficulté du post-cancer, de l'abandon thérapeutique et tout ça. Et c'est vrai que je me suis dit, ben oui, en fait, c'est une grande chance d'être dans l'après-cancer. Donc, mais ton petit coup de gueule, il était bien gentil quand même. Il était bien gentil. Mais on en reparlera. Alors, j'aimerais qu'on en reparle. Je sais pas si tu veux nous parler un petit peu justement de toi, comment tu t'es senti. Si tu me dis qu'on en reparle, je continuerai mon petit coup de gueule après. À moins que tu veuilles le faire maintenant. Non. Oui, je trouve le mot que tu as dit très juste sur l'abandon thérapeutique. Oui. Alors, c'est propre au cancer en général. Puisque autour de moi, de par mes engagements, c'est quelque chose qui revient souvent. Quand on se retrouve du jour au lendemain, on a passé 1 an entouré de blouses blanches, et du jour au lendemain, pratiquement, on revient à la vie d'avant. À la limite, t'étais mieux dans ton tunnel. Au moins, je voyais rien, j'entendais rien, je pensais à rien. Oui. Et là, pouf, tout de coup, on est reprojeté dans cette vie. Il faut retravailler. Il faut les proches, ils ont quand même vécu 1 an de tumulte avec nous. Ils ont aussi envie de passer à autre chose. Donc, c'est vrai dans le cancer, cet abandon thérapeutique, mais c'est encore plus criant dans le cancer métastatique. Oui, alors oui, parce que il faut retravailler. Alors celles qui sont en rémission, on est dans une autre réalité, mais là il y a encore, la maladie est encore là. En fait. Est-ce que tu peux justement nous dire, parce qu'il y a eu quand même une bonne nouvelle chez toi, le TEP scan donc de la fin. Oui, j'ai fait un TEP scan à la fin de mes chimios qui montrait une réponse métabolique à 80%. Oui. J'en ai refait un après la radiothérapie qui montrait une réponse métabolique totale. Donc, et qui est toujours d'actualité. Mais donc, est-ce qu'ils ont utilisé le mot rémission pour toi ? Mon oncologue... Je sais qu'on a parlé de ces mots-là. Hein, voilà. Ouais, c'est des mots qui sont... forts de sens. Mon oncologue m'en parle. Donc, il dit, voilà, cancer du sein métastatique en rémission. En rémission. Moi, j'ai du mal à prononcer ce mot. Pourquoi ? Parce que, pour moi, après rémission, il y a guérison. C'est l'étape d'après. Et je sais que cette étape, je n'y aurai pas accès, pour l'instant. On n'est jamais à l'abri d'un progrès de la médecine. Mais ça, c'est quelque chose auquel je ne m'y accroche pas. T'aimes pas ce mot ? Oui. Au progrès de la médecine, en fait. Je sais qu'il y en aura, mais je n'attends pas après. C'est ça que tu m'as dit, oui. Voilà. Tu penses pas. Je suis pas focalisée dessus. Oui. Pour moi, après rémission, il y a guérison. C'est ma vision à moi. Oui. Donc, ce mot rémission, à moi, je ne me l'applique pas. Je parle de réponse métabolique complète. Okay. Puisque il y a beaucoup d'incertitudes dans le cancer du sein métastatique. Moi, la certitude que j'ai, c'est que les métastases reviendront. C'est comme ça aussi qu'on me l'a expliqué, et c'est comme ça que je l'ai compris. Ce que je ne sais pas, et là où est l'incertitude, c'est quand elles vont revenir, pourquoi. Ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que moi qui ne le sais pas. Où, comment. C'est le médecin qui a dit qu'il y avait une certitude qu'elle reviendrait ? Oui. Ouais. Mais quand ? Ouais, donc en fait, toute cette notion d'incertitude est tellement importante. C'est ça, c'est ça qui donne l'espoir. 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Comment tu vis avec ça ? Du mieux que je peux. Cyril. C'est une réponse de Gascon. Que je te... Tu y penses tous les jours ou non ? Non, j'y pense pas tous les jours. Je vis bien avec ça. Je vis bien avec ça parce que, je te dis ça 5 ans après, il y a eu des zones de turbulence. Globalement, je vis bien avec ça parce que j'ai pas envie que ce soit ça qui prenne le dessus non plus. Oui. Voilà, on dit souvent de reprendre le pouvoir sur sa vie, reprendre le pouvoir sur sa maladie. Alors, je suis pas au stade de dire que je suis une battante ou quoi, mais j'ai pas envie que ce soit à la fois que ce soit ça qui dirige ma vie, mais quelque part, c'est un peu obligatoire aussi. Puisqu'il y a cette urgence de vivre avec cette incertitude. Si je m'écoutais, je vivrais peut-être différemment. Je vivrais comme si demain, ça pouvait s'arrêter. Mais tu sens quand même une urgence de vivre ? Je sens une urgence de vivre, mais je sens la réalité de la vie. Oui. La réalité de la vie. Et puis, dans cette urgence de vivre, j'ai pas non plus le droit d'embarquer mon mari, mes enfants. Et de partir au bout du monde. Et partir au bout du monde. Oui. Voilà. Et puis... C'est ça, cette ambiguïté. Oui. C'est cette urgence de vivre que je sens au fond de moi, avec laquelle je pense être au clair.
J'ai pris beaucoup de recul sur la maladie. Ça n'a pas toujours été facile. Mais d'un côté, qu'est-ce qu'on en fait de cette urgence de vie ? Est-ce que on envoie tout péter ? Est-ce que on part au bout du monde tous les 4 matins ? Ou est-ce qu'on profite aussi des petits moments, on essaye de vivre dans un monde de bisounours, peut-être, tu vois ? Quel témoignage plein d'espoir, hein. Il n'y a pas la possibilité, effectivement, de se dire « je lâche tout, j'ai gagné au loto, je m'en vais ». Il faut qu'on se donne des objectifs qui soient réalisables. Oui. Voilà. Oui, tu me disais... Pour pas non plus être frustré. Oui, et aussi. Tu me disais aussi, je ne veux pas me projeter à 30 ans, à 40 ans, je peux pas me projeter. Pas envie, si on parle de projection, la retraite, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. C'est quelque chose que j'ai occulté. T'as mon âge, non ? T'as quel âge ? Je suis née en 72, donc je vais avoir 52 ans. Oui. Donc je suis encore loin de la retraite. Oui. Mais, je sais pas, je l'ai occulté. Tu n'as pas envie, t'as pas envie de... Ben oui, écoute, c'est ce que tu dis, c'est vraiment un jour à la fois, quoi. Voilà, c'est ça. Avec des projets de vacances, j'imagine. Des projets à court terme, des projets entre 2 TEPSCAN, en fait. Tous les 6 mois, je passe un TEPSCAN. Alors, je dis pas que tout s'arrête entre 2 TEPSCAN, hein. C'est pas aussi pesant que ça. Mais c'est quand même une échéance qui est là, à laquelle on pense. Donc des projets à 6 mois. Voilà. Comment tu vis ces journées de contrôle ? Ça a changé. En fait, je les ai vécues de manière un peu détachée. En fait, c'est souvent cette image, des fois, j'ai l'impression d'être détachée de quand je te disais de sortir de mon corps. Mais c'est de la protection, en ouais, fait. Je crois. Ouais, c'est un mode de protection du cerveau, ça fonctionne. Pour toi, oui. Ouais. De manière détachée. Et le dernier, ne me demande pas pourquoi, je me suis mis la rate au courbouillon. J'étais persuadée qu'il allait avoir un truc. Mais persuadée. Mais pourtant, il n'y avait aucune raison. Et autant te dire que les jours d'avant ont été compliqués. T'es montée dans le train de l'angoisse, les jours d'avant. Ouais. Le mauvais train. Voilà, c'est ça. Autour de moi, peut-être qu'ils ont trinqué un petit peu aussi. Ouais. Parce que l'humeur, des fois, ils ne savent pas toujours pourquoi. Ouais. Des fois, l'humeur n'est pas toujours très bonne. Et parce que des fois, nous, on n'en parle pas non plus. Ouais. Et puis, il y a des traitements aussi. Oui, il y a des oui, il y a effectivement. Là, tu peux nous en parler parce que là, c'est sous traitement. Oui, et donc ce dernier TEPSCAN que j'ai passé, j'étais en panique, vraiment. Oui. Et donc j'en ai parlé à la médecin qui vient avant, à l'infirmière qui a entendu ce que j'ai dit, qui m'a rassurée. Et dès que j'ai fini l'examen, quand elle a eu les images, parce qu'en fait, on ne repart pas avec les résultats, le TEPSCAN. Ah, mais ça, moi, je trouve ça terrible. Ça, parce qu'il y a un temps d'analyse. Oui. Alors oui, j'entends que ce soit terrible de ne pas repartir avec, mais en même temps, qu'est-ce que tu en fais ? Moi, je me vois repartir avec mon échographie du foie sous le bras toute seule chez moi. C'est impensable de faire ça avec un TEPSCAN. Oui. Mais ils essayent quand même de mettre les rendez-vous proches. Rendez-vous le lendemain. Mais quand même, si tu veux, à la fin du TEPSCAN, la médecin qui est là, elle vient. Oui. Alors, la première fois, elle n'est pas venue. Et là, elle vient. Et elle m'a dit, rassurez-vous. Voilà, les images sont rassurantes. Il y aura quand même le rendez-vous avec l'oncologue. Oui, donc tu avais déjà quand même un petit peu ton résultat, en fait, en quelque sorte. Oui. Mais tes traitements se passent bien. Donc là, maintenant, tu es thérapie ciblée. Thérapie ciblée, hormonothérapie. Oui. Combinaison thérapie ciblée, hormonothérapie. Et il y a une injection tous les 3 mois pour me mettre en ménopause. Ah, t'es toujours pas, toi ? Non. Mais dis donc 52 ans, boum. Oui, ok. J'en ai tous les symptômes, mais elle est chimique. Ouais. Bon, donc 3 traitements. En fait. Voilà, 3 traitements. Écoute, il se passe... Tu te poses même pas la question, en fait. Non, je ne me pose même pas la question. Oui. La confiance qui a été liée au début est importante. Parce que malgré les effets secondaires qu'il y a, il ne me vient pas l'idée de... Je sais que sur l'hormonothérapie, c'est un des traitements où il y a le plus d'arrêt. Et de femmes qui ne veulent pas le prendre. Mais figure-toi qu'en métastatique, il n'y a pas de problème d'adhérence, donc d'observance. Oui, d'observance. C'est le mot. Adhérence-observance, on peut dire les deux, mais c'est ça qui est étonnant, en fait. Hein. Et aussi, les effets secondaires sont souvent mieux vécus dans le cadre métastatique. C'est un allié, quoi. Je sais que ça devrait être dans tous les cas. Qui maintient mes métastases endormies, enfermées. Exactement. Voilà. Alors des fois, je me dis, c'est un peu comme un Hulk que j'ai en moi. Là, il est
tout petit, tout caché, et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il peut sortir et devenir tout vert. C'est pas spécialement la plus belle image, en fait, mais... Et l'hormonothérapie et la thérapie ciblée le gardent bien. Voilà, c'est ça. Tapis le quelque garde part. bien caché quelque part. Caché quelque part, quoi. Et donc voilà, donc tous les jours tu prends tes cachets et voilà, et voilà. tous les jours avec pour la thérapie ciblée, c'est un cycle particulier. C'est 3 semaines. 3 semaines, une une semaine d'arrêt, on fait une Ouais. prise de sang parce que pour la toxicité en fait sur le corps. Donc Oui. il y a une prise de sang complète avec le foie, les globules blancs, les globules Oui. rouges, voilà pour voir quel est l'impact. Surveiller comme Surveiller comme le lait sur le feu, voilà. Ouais. Donc effectivement, il y a des marqueurs qui sont contrôlés aussi à chaque prise de sang. Et c'est un compromis entre l'efficacité du traitement qui est pour l'instant pour moi très efficace et la qualité de vie et les effets secondaires. Voilà, il faut trouver ce compromis-là. Moi, je l'ai. Alors oui, j'ai des effets secondaires, il y a beaucoup de fatigue. Je dis pas que c'est de la fatigue, je dis que c'est de la fatigabilité. Oui. Je sais pas si le mot existe dans le dictionnaire. C'est-à-dire que les choses que je faisais avant, sans aucun problème, me fatiguent. La même chose va beaucoup plus me fatiguer aujourd'hui. Je suis pas tout le temps fatiguée, mais voilà. Tout te fatigue plus. Tout me fatigue plus, physiquement et cognitivement. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est que quand il y a besoin de concentration, quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de monde, ça devient vite fatigant. Et les deux fatigues, voilà. Oui, c'est ça. Et ça, c'est typique de l'ensemble de la thérapie ciblée plus l'hormonothérapie. En fait, c'est-à-dire que tu n'as plus de pause. Donc, en fait, tu as quand même Est-ce que tout ce qui est cognitif, tu vois que ça s'empire ou ça se stabilise? Parce qu'il y avait déjà, évidemment, la chimio qui a... Ça se stabilise. Ok. C'est beaucoup mieux qu'après la chimio. Oui. Mais j'ai pas tout récupéré. J'ai beaucoup de pertes de mémoire. Hein. Alors, pertes, pas si grave que ça, mais tout ce qui est immédiat. Il faut que je m'envoie des mails, je me laisse des post-it. Donc, tu as trouvé des moyens pour t'aider toi-même? Oui, j'ai trouvé des moyens parce que sinon, ça tourne dans la tête et ça empêche de dormir. Mais donc, toi, si je te demandais si tu avais une bonne qualité de vie, tu dirais quoi? Je dirais que oui. Une pensée pour toutes celles qui ne l'ont pas. Un conseil pour celles-là? Les soins de support? Ah oui, les soins de support sont essentiels pour maintenir une qualité de vie. Un conseil de se recentrer sur soi. Alors ça peut paraître... bateau, mais c'est pas bateau. Ouais, bateau, ou ça peut paraître très égoïste, mais j'ai appris récemment que égoïste, ça voulait dire s'aimer soi. Ça ne veut pas dire penser qu'à soi. Donc s'aimer un peu plus, être doux avec soi-même. C'était quelque chose que que j'avais du mal à faire. Ouais. Et arrêter de culpabiliser. Oh là, mais c'est bien. On a toutes des leçons de vie en plus dans ce podcast. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je suis la première à culpabiliser beaucoup. Mais quand on arrive à se détacher un petit peu de ça, mon Dieu que ça fait du bien. Tu parlais de la culpabilité d'être malade dans nos pré-interviews. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens encore très fort? Oui. Est-ce que tu peux en parler avec tes proches? Je parle de ma maladie, des effets secondaires, de la fatigue. La culpabilité, pas comme ça frontalement. Oui. Parce qu'en fait, je culpabilise de les avoir embarqués là-dedans. Oui. Oui, et en fait, il ne faudrait pas leur donner ce poids-là en plus, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Tu peux J'ai une question à te poser. Voilà, plusieurs fois, tu as dit, on donne le change, je suis maquillée, voilà. Mais c'est quand même important aussi d'être reconnu comme malade ou pas. Quand tu vas quelque part, enfin, quand tu es avec tes proches et tout ça, est-ce que c'est important pour toi qu'ils se disent, OK, elle va bien maintenant, mais n'oublions pas, elle est malade, quoi. Comment tu te sens par rapport à ça? Et je demande aussi, je me dis, par rapport à certaines femmes qui ont peut-être besoin d'être reconnues dans leur maladie comme métastatiques, ou au contraire, des femmes qui veulent pas le dire, il doit y avoir de tout. Donc, quel est ton ressenti par rapport à ça? Et puis, tu en as rencontré aussi d'autres. Il y a de tout, et pour moi, ce qu'il faut, c'est que chacune fasse comme elle veut, voilà, et comme elle peut. Oui. En fait, voilà, j'ai été diagnostiquée il y a quelques années, et c'est quelque chose que je dis souvent, vouloir et pouvoir.
c'est pas forcément ou l'un ou l'autre. Il y a des fois des choses qu'on voudrait faire et qu'on ne peut pas faire, et d'autres qu'on pourrait faire mais qu'on ne veut pas faire. Et c'est un subtil équilibre. Donc, il y a pas... c'est pas universel. Moi, voilà, c'est mon expérience à moi avec la maladie. Non, mais c'est vrai que tu es repartie sur autre chose, mais oui. En fait, c'est vraiment c'est cette voilà, quand on voit sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont très très présentes, qui expliquent qu'elles ont besoin d'être reconnues, et c'est bien parce que je trouve que c'est de l'information pour tout le monde. Je trouve que c'est très important de connaître la situation des personnes métastatiques et toujours penser qu'il y en a pour qui il n'y aura pas d'après. Mais donc voilà, je te demandais un peu ton ressenti par rapport au fait d'en parler ouvertement, d'avoir ce besoin d'être reconnu, ou au contraire quand tu vas quelque part, tu n'as pas envie qu'on te voit comme malade. J'imagine que ça dépend aussi des gens avec qui tu es. Oui, j'étais partie sur autre chose. Et, oui. La mémoire courte, on a dit. Voilà, la mémoire courte m'avait fait oublier le début de ta question. Mais je te dirais que ça dépend. Oui. Voilà, pour mon cas, ça dépend d'avec qui je suis. Oui. Ça dépend d'où je suis et ça dépend de mon niveau aussi de fatigue, d'énergie et d'humeur. Il y a des moments où j'ai juste envie qu'on me foute la paix avec ça. Et j'ai des amis qui l'ont très bien compris. C'est même pas que je le demande, c'est que ça se fait comme ça. Ça fait très très longtemps qu'on se connaît. Oui. Donc, mais ils savent. Mais ils savent. Et donc, si tu dois déposer quelque chose, ils seront là. Voilà. Oui. Donc, il y a des moments où on a envie de passer incognito. Voilà, on n'a pas non plus... Je n'ai pas toujours envie. Alors, t'as passé des examens, ou t'as né. Oui. Voilà, il y a des moments où on n'a pas envie de ça. Et il y a des moments où peut-être le moral est moins bon, où on est plus fatigué, où on a envie d'être une petite chose au fond d'un canapé. Oui. Et ce qui est difficile, je trouve, pour les proches, c'est de faire ce distinguo et d'adapter, en fait, leur comportement. Ça, c'est un rôle qui est difficile. J'ai l'impression qu'on leur donne pas toujours les clés non plus pour savoir, parce que comme on veut les protéger aussi. Est-ce que en face de moi j'ai la Cyril qui a envie de déplacer la montagne, ou est-ce que j'ai en face de moi la Cyril qui a juste envie de pleurer sur une épaule et d'être au fond de son lit? Je vais prendre 2 exemples extrêmes pour que ce soit peut-être plus parlant, mais moi je ressens cette ambiguïté-là par rapport à moi. C'est pas constant, en fait. Voilà. C'est vraiment des ascenseurs émotionnels, et puis il y a tellement de facteurs qui vont rentrer en jeu. Il y a un examen médical qui approche, il y a une déception pour telle ou telle chose, il y a un beau projet qui arrive. Voilà. Et je trouve que c'est ça qui est difficile. Oui. Je vois le temps qui passe, c'est absolument passionnant. Tu sais qu'on est déjà à 46 minutes. Donc, c'est fou, on ne se rend pas compte dans les podcasts. On a encore 2 points importants. Et ton coup de gueule, encore, il me semble qu'il fallait qu'on continue. On n'a pas fini. Cancer et travail, donc, cancer métastatique et travail, qu'est-ce que tu auras envie de dire là-dessus? Qu'il y a du boulot. C'est le cas de le dire. Il y a du boulot. Il y a un super boulot qui est fait. Par plein d'associations. Oui. Il y a vraiment une prise en compte là-dessus, mais c'est variable. Ça dépend dans quelle entreprise on travaille. Et pour moi, il y a encore du boulot sur la partie métastatique. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de cancer et travail, mais pas cancer métastatique et travail. D'ailleurs... Et il y a quand même un fossé. Il y a un fossé sur la projection, sur le fait qu'on n'est pas dans l'après-cancer. Voilà. Il faudrait qu'il y ait... Mais c'est pareil, on n'est pas suffisamment identifié. Malheureusement, ou peut-être pas assez nombreuses, il n'y a pas de chiffres. Ça, c'est terrible. C'est des 20-30% de femmes métastatiques. Qui vont métastaser, en fait. Oui. Ou d'emblée, ou qui vont métastaser. Oui, c'est ça. Et 5%, ça, c'est un chiffre... c'est un chiffre qui est donné par le collectif 1310. Ok, d'accord. C'est un collectif qui regroupe des associations qui ont quelque chose qui est dédié au cancer métastatique. Et le collectif 1310 regroupe toutes ces associations et œuvre pour le cancer métastatique, pour qu'on soit reconnu, qu'on soit mieux pris en charge. Oui. Voilà. Et donc il n'y a pas assez qui a été fait, en fait, pour les cancers métastatiques. Et en fait, c'est ces maladies chroniques, on pourrait dire. Oui. Les choses bougent. Ça bouge, effectivement. Ça bouge. Il y a des associations qui s'en occupent. Ça bouge. Bien entendu que je vais te dire, ça bouge pas assez. Le retour au travail, oui. Et on en revient à cette image de rail.
C'est-à-dire que quand on sort de ce tunnel, on s'attendait à ce que je remonte sur mon rail d'avant. Mais c'est pas possible, puisque ce rail, c'est plus le même. Non. Et donc, c'est là aussi, dans cette sortie du tunnel, que c'est compliqué, parce qu'il faut trouver nos propres rails. Oui. Et en France, alors on est excessivement bien pris en charge. Ça, c'est vraiment... Moi, j'ai eu un parcours de soins, rien à redire, on est parfaitement pris en charge. Mais ces fichus rails, il faut les réinventer. Et il faut réussir à remonter dessus. Et à faire son rail, mon rail à moi. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu au niveau du travail. Mon entreprise a été top. Vraiment. Quand j'ai dû m'arrêter, le lien qui a été maintenu pendant... Donc, la reprise a été très bien anticipée, très bien préparée, avec la médecine du travail, avec les ressources humaines. Et donc, j'ai repris sur un mi-temps thérapeutique. Et ce n'était pas mon poste, puisqu'il n'était plus envisageable. Oui, un autre poste. Un autre poste. Donc déjà, il faut faire le deuil d'un poste qu'on aimait. Oui. Sur lequel je venais... C'était pas vraiment une promotion, mais je m'occupais que des professionnels, et là, je m'occupais de viticulteurs, d'agriculteurs, j'avais fait une formation. Donc voilà, c'était vraiment en plein essor. Et là, le mur aussi. Oui. Donc tout ça bien anticipé, sauf que est arrivé le moment de l'évaluation annuelle, qui s'est passé quelques jours après ma reprise. Et c'est là que je dis qu'il n'y a rien qui est fait. C'est-à-dire qu'on m'a remis dans la case d'un salarié lambda. Et du jour au lendemain, tu reçois un mail avec l'évaluation annuelle. Alors que l'année d'avant, qu'est-ce que je mets dans l'évaluation annuelle ? Oui. Il n'y a rien à mettre. Et le deuxième mail, c'était mon évolution professionnelle à 3 ans. En sachant que dans 4 mois, je passais un TEP-scan. Super dur, oui. Voilà, je laisse ça comme ça. Je pose ça comme ça. Tu poses ça comme ça, oui. Et on aura un podcast qui sera vraiment dédié au retour au travail, cancer et retour au travail, cancer métastatique ou pas et retour au travail. Et c'est vrai que, là maintenant, tu as quitté ce job. Oui. Et ce que tu fais... Alors, il y a eu c'est un licenciement pour inaptitude qui a été posé par la médecine du travail. Est-ce que tu as envie de développer ou pas spécialement ? Non. Voilà. Cyril, elle sait ce qu'elle veut, c'est parfait, mais c'est très bien. Maintenant, tes activités ont tellement plus de sens pour toi. Oui, alors, elles ont plus de sens et j'ai réussi à inverser l'agenda. En fait, maintenant, c'est moi. Oui. Ça paraît encore très égoïste. Non, mais c'est très bien, puisqu'on sait que c'est s'aimer soi-même, donc vas-y. C'est aller à la kiné, c'est faire de l'activité physique adaptée, parce que ça aussi, avec les séquelles des traitements, il faut maintenir tout ça. C'est prendre du temps pour moi, c'est baisser le niveau de stress, c'est tout ça, en fait. Et effectivement, le licenciement pour inaptitude, il n'est pas tombé là par hasard. C'est qu'il y avait vraiment plus de possibilités pour moi, surtout qui habite très loin de Bordeaux, ou de rester sur le poste qui avait été validé, ou de faire des allers-retours tous les jours de plus d'1 heure, 2 heures pour aller travailler au siège. Oui. Voilà. Donc, je me suis engagée. Alors, ça a pris du temps aussi, tu vois. Je me suis reconstruit mon rail. Je me suis engagée dans le partenariat en santé. Magnifique. Tu peux nous expliquer un petit peu ? Et ça, c'est mon oncologue qui m'a, on va dire, mis le pied à l'étrier en me faisant des propositions. Parce qu'un jour, je me suis retrouvée devant elle et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que je fais de ça maintenant ? Qu'est-ce que j'en fais ? Je suis plus tout à fait la même, ni tout à fait une autre. » Oui, c'est cette période... C'est une phrase, en fait, qui, je trouve ça... Oui, mais c'est pas mal. Gerson Barguin, dans son livre, le dit Elle n'est pas de moi, la phrase. Oui, mais elle l'utilise aussi. On n'est plus celle qu'on était avant, mais on n'est pas encore celle qu'on va devenir. Enfin, c'est ça. Voilà, encore en recherche, mais très, très engagée. Oui, très engagée sur 2 points. J'ai validé l'an dernier un diplôme universitaire de patiente formatrice au parcours en soins chroniques. Oui, c'est magnifique. Ça. Via le CHU de Bordeaux. Donc, on intervient dans la formation initiale et continue des professionnels de santé. On ne fait pas du témoignage. On part de notre vécu, sur lequel on a pris du recul. C'est patient partenaire, en fait. Oui, patient alors expert, patient partenaire, mais en fait, je mets ça comme terme générique. Voilà, c'est ça. Ou alors, c'est patient formateur. Partenaire en santé. Voilà, exactement. C'est un mot que j'aime bien aussi, partenaire en santé. Et après, on a chacune nos spécificités, ou certaines ont plusieurs casquettes, ou des choses avec lesquelles on n'a plus d'appétence. Mais moi, la formation, j'avouerai que ça me parle beaucoup. C'est dans la transmission. Ouais, dans la transmission. C'est ton why. Voilà, donc on accompagne les futurs infirmiers, futurs ergothérapeutes,
Alors, ça peut être des thèmes aussi divers et variés, hein, le parcours de soins d'une femme. Pour te donner un exemple, j'ai co-animé un TD en cancer du sein, donc avec la cadre de santé qui était infirmière. C'était un échange toutes les deux vers les étudiants sur le parcours de soins. Donc, il y avait la partie médicale, vraiment technique, et ensuite, il y avait la partie « qu'est-ce que ressent le patient ? À quoi vous devez être attentif ? Vers quoi vous devez aller ? Enfin, les infos à donner, tu vois ?» Et c'était vraiment un beau binôme qu'on faisait. Et c'est comme ça, moi, que je vois partenariat en santé. Donc, on est là pour se compléter. Moi, je ne serai jamais infirmière ni oncologue. Et elle ne saura jamais ce que j'ai pu vivre dans ma chair. Oui. Puisque pour moi, on ne peut comprendre que ce qu'on connaît. Oui. Voilà. Donc, c'est de beaux... Voilà, j'ai des paillettes dans les yeux quand j'en parle. Et ça t'occupe ça m'occupe beaucoup. En fait le temps que je veux, puisque ce sont des propositions qu'on nous fait. Ah, comme ça, one shot, on te dit ou un cycle de propositions. Là, tu vois, on va intervenir en faculté de médecine pour les troisième années en sémiologie. C'est magnifique. Et oui, ce sont des propositions en fait qui nous sont faites. Et sur lesquelles on peut accepter ou décliner, mais elles sont aussi toutes très, très tentantes. On a tout envie d'y aller. Et c'est là la difficulté, des fois, de se dire « Oups, attention à moi. » Mes limites, oui. Mes limites. C'est du bénévolat, ça, je te pose la question, en fait. Alors ça, il faudrait un autre podcast, si tu veux bien, pour en parler. Oui. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Mais je sais la rémunération des patients partenaires. Mais ça évolue. Ça évolue lentement. Oui. Alors, le bénévolat, pour moi, je parle par rapport à moi. Chacune décide. Pour moi, le bénévolat doit être un choix. Oui. Il ne doit pas être une obligation. Parce que derrière les propositions qu'on nous fait, il n'y a pas de possibilité de nous rémunérer. Quand il y a des personnes en achat, adultes handicapés, invalidité, il y a des personnes qui sont au chômage. Il y en a qui n'ont pas de statut, puisqu'elles ne travaillaient pas. Il y avait des personnes qui étaient auto-entrepreneurs, des personnes qui étaient commerçants. Autant de statuts que de personnes dans la vraie vie. Et donc là, oui, ça peut être aussi un coup de gueule. Il faut vraiment, vraiment faire bouger les choses. Oui. Vraiment. Merci, Cyril. Cyril, il me semble que tu as d'autres projets aussi dont tu aimerais parler, hein ? Oui. Donc, il y a effectivement le côté patient formateur et il y a une magnifique association dans laquelle je m'investis. Une association qui a bientôt 2 ans. Dans le Médoc, là où je vis, on accompagne les femmes touchées par tout type de cancer dans le Médoc. On en parlait tout à l'heure, le Médoc, c'est une très belle région où il fait bon vivre, sauf que Bordeaux est entre 1 heure et 2 heures de route. Oui, donc quand on vit un parcours de soins, ça fait faire... Alors, on l'a calculé dans l'association. Certaines ont fait 6 000 kilomètres, 7 000, 8 000, 12 000. C'est très bien pris en charge. C'est pas le sujet. Un taxi vient nous chercher, nous amène et nous ramène. Là où ça devient compliqué, c'est le après. Le après ou pas. Oui. Il n'y a plus les taxis, il n'y a plus les prises en charge de soins de support. Donc il y a une inégalité à la fois spatiale, en fonction d'où on habite dans le Médoc et d'où on habite à Bordeaux, et une inégalité sociale aussi, parce que toutes les femmes n'ont pas les moyens de se payer de la réflexologie plantaire, de la sophrologie. Voilà. Et c'est cette inégalité-là sur laquelle travaille Rose Médoc. Voilà, donc une association de patientes, un collectif de femmes. Parce qu'à Bordeaux, il y a aussi la Maison Rose. À Bordeaux, il y a la Maison Rose. Elles font un travail magnifique à la Maison Rose. J'en ai bénéficié. On les embrasse toutes. On les embrasse. Mais à la Maison Rose, elles ont un groupe de parole dédié cancer métastatique. Et ça, avec une oncopsychologue. Voilà, je voulais absolument que tu en parles. Bon, après, il y a aussi Ma Maison Rose virtuelle. Oui. Avec aussi un programme cancer métastatique, donc ça c'est vraiment bien. Mais donc, est-ce que Rose Médoc, c'est toi qui as créé ou c'était déjà là, tu as rejoint? J'ai rejoint Rose Médoc, la fondatrice c'est Sabine. Oui. Je l'embrasse bien fort. Oui. Elle a passé son diplôme de patiente partenaire à l'université de la Sorbonne. Oui. Elle a été diplômée. Et c'est elle, dans ses nuits d'insomnie, et après avoir fait le constat de cette immense solitude, que Sabine habite à plus d'1 heure et demie de Bordeaux. Oui, c'est ça, Et
en fait, dans ces nuits d'insomnie, elle a pensé le projet de Rose Médoc. Et vous êtes nombreuses dans l'association ? Alors, il y a des bénévoles. Mm-hmm. Et c'est tout, c'est tout cancer confondu. Tout cancer confondu. Oui. Et pas que seulement métastatique, hein. En adhérente. Pas que métastatique. Hein. Ah non. Non. Tout cancer confondu, oui. Métastatique inclus. Métastatique inclus, ok. On est en adhérente une 60aine. C'est bien. Oui. Donc tous les jours, il y a des patientes qui nous contactent via leur centre de soins, parce qu'on a créé des liens avec des centres de soins, via leur médecin, via leur kiné, et elles savent que Rose Médoc est là. Donc on propose des groupes de parole, on propose tous les soins de support, de la nutrition. Et comment vous trouvez c'est gratuit alors pour les femmes ou elles doivent payer Non, il n'y a pas de reste à charge pour les femmes. Moi, j'ai du mal avec le mot gratuit. Oui. Parce que souvent on dit quand c'est gratuit, il n'y a pas de valeur derrière. Donc non, ou c'est un abonnement. Non, en fait, la cotisation annuelle est de 10 €. Oui, c'est vraiment pas grand-chose. Mais... les femmes n'ont pas de reste à charge sur tout ce qu'on propose. Ok. Comme on ne peut pas encore proposer autant qu'on voudrait, on priorise donc via Sabine, qui est patiente partenaire. Donc Sabine, en fait, elle est patiente partenaire pas rattachée à un établissement de soins, parce que c'est souvent le cas, mais elle est rattachée au territoire du Médoc. Okay. Et donc, elle est en lien permanent avec toutes nos adhérentes, et c'est elle qui va les orienter vers tel ou tel soin de support, oui. Après avoir échangé avec elle et voir aussi... Ce qui est le plus important pour chaque patient, de l'activité physique. Donc, on priorise effectivement, tant qu'on ne peut pas avoir des dizaines et des dizaines d'heures de soins de support, oui, c'est pas on priorise celles qui sont souvent en traitement ou qui en ont le plus besoin. Oui. Et donc, voilà, on propose tous les soins de support. Une précision, c'est qu'on est dans la ligne exacte des soins de support qui sont préconisés par les plans cancer. Oui. Activité physique adaptée. Voilà. C'est tout ce qui est la socio-esthétique, l'art-thérapie, la danse-thérapie. Méditation. On vient yoga. de commencer la musicothérapie. Ouais. Le yoga, on va en faire parce qu'on a encore des travaux à faire dans une belle salle d'activité physique adaptée. Waouh. Voilà. Donc, une belle association que j'ai rejoint peu de temps après vraiment la création, avec une belle sororité. En fait, on a réussi quand les femmes, elles se retrouvent entre elles, par exemple au Rose Café. C'est juste fabuleux. Elles rient, elles chantent, des fois elles pleurent, elles se donnent des conseils, elles font connaissance. Enfin voilà, c'est vraiment... j'ai des frissons quand j'en parle. Oh, c'est génial. Et si un jour tes pas te mènent vers Bordeaux... j'ai envie, je viendrai voir. Tu seras la bienvenue. Mais juste un petit mot, parce que là vraiment on va devoir clôturer. Un petit mot sur le fait d'avoir des programmes spécifiques aux personnes métastatiques. Est-ce que toi, tu trouves que c'est important ? Alors, il y a 2 écoles. Il y a des femmes qui veulent justement des programmes spécifiques aux métastatiques. Et puis, il y a des femmes qui veulent justement être inclus dans des programmes pas pour les métastatiques. Donc, je sais qu'on entend les 2 écoles. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Alors, je vais te répondre encore une fois, ça dépend. Oui. Ça dépend du programme. Oui. Pour moi, on va prendre l'activité physique adaptée. Oui, ça c'est vrai. Si fonctionnellement, les métastases n'ont pas créé de problème particulier, osseux par exemple, et que tu es en capacité de suivre ce cours, moi je n'y vois pas de souci. Okay. D'ailleurs, moi là où je fais mon activité physique adaptée, c'est mélangé. Oui. Mais il connaît les spécificités de chacune, oui. Et il s'adapte. Maintenant, un groupe de parole. Là, moi je suis contre. Je suis contre... Enfin, contre qu'il y ait un mélange. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que la parole ne serait pas suffisamment libérée. Et je pense surtout... dans les 2 sens. Que pour les femmes qui ne sont pas métastatiques, moi, je pense que ça serait délétère pour elles. Quand tu fais un groupe de parole, l'idée, c'est de repartir mieux avant. Et de pouvoir dire tout ce que tu veux, surtout. De dire tout ce que tu veux, de mieux repartir et de ne pas repartir avec les valises des unes et des autres. Oui. Normalement, c'est ce qui se passe quand le groupe de parole est bien régulé. Oui. Et imagine... Enfin, pour moi, ça serait explosif. Et pour les femmes qui vont recevoir certaines choses, et pour moi, qui vais ne pas en parler. Moi, j'ai fait le choix, quand je parle de ma maladie, de dire ou pas, en fonction du contexte. Alors, quand je vais faire une formation pour des infirmières, j'en parle. Oui. Quand j'échange avec certaines patientes, je n'en parle pas. Tu sais, ça m'a marqué que tu m'as dit on a peur de faire peur. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, on est raccord. On a peur de faire peur. On a peur de faire peur. Ouais. Mais tu t'imagines que c'est toi qui protèges.
Et oui. Quand même, quand tu dis ça, Et oui. il y a encore un petit peu de chemin à faire. Hein. Et alors, j'avais quand même, je vais finir mon petit coup de gueule sur les programmes. Mais je te dis juste encore, donc toi, tu as peur de faire peur. Oui. Et moi, souvent, quand je suis en présence de personnes métastatiques, j'ai pas envie de parler de rémission. Enfin, tu vois, donc en fait, on a tous envie de se mettre au niveau. On a tout un petit peu recul parce qu'on est bienveillante. Voilà. Ouais. Et très empathique. Voilà. Très donc empathique. pour moi, le groupe de parole mixte, moi, je suis pas pour. Oui, mais c'est très bien que tu le dises. Vraiment, j'avais envie que tu parles de ça. Alors, on termine par le coup de gueule. Sur les choses, effectivement, qui doivent être faites pour nous, parce qu'il y en a très peu. Moi, j'ai un coup de gueule sur le programme de l'après-cancer. Oui. Donc, qui est très identifié, qui est financé par les ARS et qui s'appelle Après-cancer. Alors, il est génial, ce programme, puisqu'on le sait, que c'est là, à l'après-cancer, que les femmes ont besoin d'activité physique adaptée, de nutrition, de suivi psychologique. C'est les 3 points qu'il y a dans ce programme. Oui. Mais quand on est métastatique, qu'on appelle pour bénéficier de ce programme, on n'y a pas droit. Oui. Voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'aimerais bien savoir. Oui. Que ça, c'est quelque chose qui me contrarie. J'aimerais bien savoir. Là où je fais mon activité physique adaptée, je sais qu'il y a des femmes qui profitent de ce programme, qui en bénéficient, et c'est génial pour elles. Et moi, à côté, j'ai pas le droit. Et ça va pas. Ça va pas du tout. Donc, heureusement que je suis en capacité de payer mes séances d'activité physique adaptée. Oui. Ça creuse encore des inégalités. Oui. Je pose ça comme ça. Oui, et on va devoir surtout le petit mot de la fin. Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi, mais c'est toujours ma petite question piège. Comment est-ce que tu aimerais clôturer ce podcast, J'ai pas magnifique podcast? Parce que je voulais que ça reste spontané. Mais par rapport à tout ce qu'on s'est dit, l'espoir. L'espoir, je suis consciente que tout le monde n'est pas à 5 ans de ces traitements, avec une bonne qualité de vie. On a une pensée pour toutes celles qui n'y sont pas. Une pensée très émue. Mais, voilà, il y a une possibilité d'une qualité de vie qui est correcte, avec des projets, avec une famille aimante, avec... moi j'ai l'impression que, de par ma maladie, mes proches, très proches, je sens une sensibilité qui s'est aussi développée. Oui, tu avais dit ça. Ouais, donc ça c'est aussi... malgré tout ce tumulte, voilà, de garder espoir et s'accrocher à des petites jolies choses. Je crois que c'est une magnifique conclusion. Cyril, merci de tout cœur, parce que c'est vrai que c'était un sujet qui n'était pas facile, hein, on peut le dire, et je trouve que tu l'as abordé avec beaucoup d'espoir, beaucoup de sagesse, beaucoup de philosophie, puis ces métaphores qui sont magnifiques. Vraiment, merci Cyril. Et là, on va aller déjeuner et fêter de se rencontrer en vrai. De se voir en vrai, enfin. Je te remercie Cyril. Merci à toi. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.